Lecteur du soir, bonsoir. Faudrait que je rappe dessus. Ce soir, on va lire Rousseau. On va continuer, on va s'acharner. On va pas lâcher le morceau. Du contrat social parce qu'on a tous la dalle. J'ai des envies d'être radical. Mais tout ce que j'ai, c'est plein de poils. Avec mon pote Rousseau, on va tout déchirer. Avec Voltaire, on se serait ennuyé. Bon, ça, c'est pas vrai. Avec Montesquieu, on ferait encore la queue. Bon. Allez. Bon, est-ce que je suis désolé parce que hier j'étais fatigué, je me suis endormi, donc du coup j'ai séché notre petit rendez-vous. Je sais qu'il y a des foules immenses. Millions de personnes ont été déçues. Donc le petit récap, donc on a attaqué le livre 2. On s'est rendu compte, enfin il y avait un truc magnifique à la fin en fait, sur les sociétés partielles, où Rousseau nous explique qu'il ne faut pas qu'il y ait dans la société des sous-sociétés en fait. Car après elles se mettent à voter comme un ensemble et ça flingue le résultat, enfin l'expression de la volonté générale. Donc voilà, pour le récap, c'est cette expression, les sociétés partielles en fait. Il importe donc, pour avoir bien l'énoncé de la volonté générale, qu'il n'y ait pas de société partielle et que chaque citoyen n'opine que d'après lui. Bon, voilà. Mais il y a plein de gens en fait qui veulent penser en groupe en fait, qui veulent juste qu'on leur dise quoi penser. Et, sinon, la doxa n'existerait pas. Les Inrocks non plus, le monde non plus. Il y aurait, voilà quoi. Et donc là, on va attaquer le chapitre 4 des bornes du pouvoir souverain. Alors attention, le pouvoir souverain, c'est la volonté générale, c'est pas le souverain, le roi. Ça peut être le roi, ça peut être le président, ça peut être qui l'incarne, mais c'est pas ça en fait. Ce qui désigne par le souverain, c'est la puissance de la volonté générale en fait. Donc les bornes. Si l'État ou la cité n'est qu'une... Je vous dis ça en même temps, mais j'ai bien envie de me réécouter un bout du générique. Je sais pas vous. Je crois que j'ai tout déchiré avec ce générique. Hein, on s'en refait un bout, parce que commencer là tout de suite, là, à chaud. Je sais pas. Je crois que je vais écrire un texte que je vais vraiment rapper dessus, mais un truc un peu exigeant, quoi. Parce que je vois un mec sur YouTube, il fait des... Il joue sur des sortes d'orgues. C'est tout, il reprend des tubes sur de... Je me demande si ça se lit Rousseau là-dessus. On va essayer. Si l'État ou la cité n'est qu'une personne morale, dont la vie consiste dans l'union de ses membres, et si le plus important de ses soins est celui de sa propre conservation, il lui faut une force universelle et compulsive pour mouvoir et disposer chaque partie de la manière la plus convenable au tout. Comme la nature donne à chaque homme un pouvoir absolu sur tous ses membres, le pacte social donne au corps politique un pouvoir absolu sur tous les siens. Et c'est ce même pouvoir qui, dirigé par la volonté générale, porte, comme j'ai dit, le nom de souveraineté. C'est énorme. Moi, ça me plaît. Bon, allez, on va le relire sérieusement, ça va. Putain, on peut plus déconner. Là. Donc, s'il est chapitre 4 des bornes du pouvoir souverain, si l'État ou la cité n'est qu'une personne morale dont la vie consiste dans l'union de ses membres, et si le plus important de ses soins est celui de sa propre conservation, donc là il parle d'une personne, il lui faut une force universelle et compulsive pour mouvoir et disposer chaque partie de la manière la plus convenable au tout. Comme Comme la nature donne à chaque homme un pouvoir absolu sur tous ses membres, à moins d'être tétraplégique, le pacte social donne au corps politique
un pouvoir absolu sur tous les siens. Et c'est ce même pouvoir qui, dirigé par la volonté générale, porte, comme j'ai dit, le nom de souveraineté. Mais outre la personne publique, nous avons à considérer les personnes privées qui la composent, et dont la vie et la liberté sont naturellement indépendantes d'elle. Il s'agit donc de bien distinguer les droits respectifs des citoyens et du souverain, et les devoirs qu'ont à remplir les premiers en qualité de sujet, du droit naturel dont ils doivent jouir en qualité d'hommes. Bon, alors là, ce qu'il explique, c'est que bon, on a des devoirs vis-à-vis de. Une fois qu'on a fait ce contrat social, ce pacte social, on a des devoirs en tant que citoyen, mais en tant qu'homme, on a des libertés qui ne doivent pas rentrer dans ce pacte, en fait. Et donc, il s'agit de limiter, de savoir où s'arrêtent les devoirs qu'on doit au pacte social et où commencent les libertés de chaque homme, de chaque personne, en fait. Vous voyez, un pacte social, par exemple, qui enfermerait tout le monde chez lui, clairement empiéterait sur les libertés d'homme, en fait. On convient que tout ce que chacun aliène par le pacte social de sa puissance, de ses biens, de sa liberté, c'est seulement la partie de tout cela dont l'usage importe à la communauté. Mais il faut convenir aussi que le souverain seul est juge de cette importance. Bon. Tous les services qu'un citoyen peut rendre à l'État, il les lui doit sitôt que le souverain les demande. Le souverain, je vous le rappelle, ce n'est pas le roi ou le président, c'est la volonté générale. Mais le souverain, de son côté, ne peut charger les sujets d'aucune chaîne inutile à la communauté. Il ne peut pas même le vouloir, car sous la loi de raison, rien ne se fait sans cause, non plus que sous la loi de nature. Ouh, c'est beau ça. Car sous la loi de raison, rien ne se fait sans cause, non plus que sous la loi de nature. Je ne connaissais pas cette expression, la loi de raison. Les engagements qui nous lient au corps social ne sont obligatoires que parce qu'ils sont mutuels. Et leur nature est telle qu'en les remplissant, on ne peut travailler pour autrui sans travailler aussi pour soi. Pourquoi la volonté générale est-elle toujours droite? Et pourquoi tous veulent-ils constamment le bonheur de chacun d'eux, si ce n'est parce qu'il n'y a personne qui ne s'approprie ce mot chacun et qui ne songe à lui-même en votant pour tous? Ce qui prouve que l'égalité de droit et la notion de justice qu'elle produit dérivent de la préférence que chacun se donne et par conséquent de la nature de l'homme, que la volonté générale, pour être vraiment telle, doit l'être dans son objet ainsi que dans son essence, qu'elle doit partir de tous pour s'appliquer à tous et qu'elle perd sa rectitude naturelle lorsqu'elle tend à quelque objet individuel et déterminé, parce qu'alors, jugeant de ce qui nous est étranger, nous n'avons aucun vrai principe d'équité qui nous guide. Donc, lui, ce qu'il dit, en fait, c'est que ça doit être parfaitement égal et que le pacte s'applique à ce qui est mutuel, en fait, entre les citoyens. Au sens où on se force à faire quelque chose, mais comme les autres se forcent à faire la même chose, on récupère ce qu'on a donné, en fait. Du moment que ça n'est plus mutuel, comme personne n'est capable de juger, en fait, qui mérite plus que l'autre, pourquoi un tel a plus de droits que l'autre, pourquoi... Alors, c'est foireux. En gros, hein, c'est ce que je retiens de ce paragraphe, qui est quand même très compliqué. On a une phrase quand même qui fait facilement 15 lignes. En effet, sitôt qu'il s'agit d'un fait ou d'un droit particulier, sur un point qui n'a pas été réglé par une convention générale et antérieure, l'affaire devient contentieuse. Et voilà. Les droits particuliers, tout de suite, c'est problématique en fait. C'est un procès où les particuliers intéressés, c'est un procès où les particuliers intéressés sont une des parties et le public l'autre, mais où je ne vois ni la loi qu'il faut suivre, ni le juge qui doit prononcer. Voilà, d'un seul coup, en fait, quand on veut un droit particulier, on se retrouve face au public, en fait, et face à tous les autres. Et lui, ce qu'il dit, mais moi, du coup, quel est le juge qui va trancher ça, en fait? Il peut pas exister, ce juge, en fait. Et quel principe on va écouter, on va appliquer pour départager, pour créer, en fait, de l'inégalité. Il serait ridicule de vouloir alors s'en rapporter à une expresse décision de la volonté générale, qui ne peut être que la conclusion de l'une des parties et qui, par conséquent, n'est pour l'autre qu'une volonté étrangère, particulière, portée en cette occasion à l'injustice et sujette à l'erreur. Voilà, si on demande à la volonté générale de trancher injustement, il y a une des deux parties qui va se sentir lésée à raison,
et pour qui, en fait, qui ne se reconnaîtra plus dans la volonté générale, en fait, qui la reconnaîtra comme une volonté étrangère. Et là, les problèmes commencent. Ainsi, de même qu'une volonté particulière ne peut représenter la volonté générale à son tour change de nature ayant un objet particulier, et ne peut, comme général, prononcer ni sur un homme, ni sur un fait. Ça, c'est très fort. Ça veut dire que la volonté générale ne peut pas avoir d'objet particulier. Elle doit traiter les objets qui sont... Les objets, c'est un terme abstrait, qui sont communs à tous, en fait. Elle ne peut traiter que ce qui concerne tout le monde, en fait, sans exception. Dès qu'elle se resserre, dès qu'elle devient injuste. Ainsi, de même qu'une volonté particulière ne peut représenter la volonté générale à son tour change de nature, ayant un objet particulier, et ne peut comme général prononcer ni sur un homme, ni sur un fait. Quand le peuple d'Athènes, par exemple, nommait ou cassait ses chefs, décernait des honneurs à l'un, imposait des peines à l'autre, et par des multitudes de décrets particuliers exerçait indistinctement tous les actes du gouvernement, le peuple alors n'avait plus de volonté générale proprement dite, et il n'agissait plus comme souverain, mais comme magistrat. Ceci paraîtra contraire aux idées communes, mais il faut me laisser le temps d'exposer les miennes. Bon, là, ce qu'il pointe, c'est les ferments de la République des juges, en fait, quand la loi, le pouvoir judiciaire remplace l'expression de la volonté générale. D'ailleurs, plus tôt, il avait expliqué, en fait, que la volonté générale était changeante, et que déjà, la mettre en loi, c'était déjà un petit problème. Mais alors, en plus, avec l'application des lois, il y avait encore une dégradation, les questions, les distorsions de jurisprudence de l'expression de la volonté générale. Mais là, il va plus loin, en fait. Il explique que quand on commence à faire appel aux magistrats sans arrêt, il y a un problème. On doit concevoir par là que ce qui généralise la volonté est moins le nombre des voix que l'intérêt commun qui les unit. Car dans cette institution, chacun se soumet nécessairement aux conditions qu'il impose aux autres, accord admirable de l'intérêt et de la justice qui donne aux délibérations communes un caractère d'équité qu'on voit évanouir dans la discussion de toute affaire particulière, faute d'un intérêt commun qui unisse et identifie la règle du juge avec celle de la partie. Donc voilà, donc en fait, la volonté générale ne peut pas être partiale, c'est impossible. Si elle se retrouve dans une situation où elle doit être partiale, c'est qu'elle s'applique à un objet qui est hors de son champ. Elle légifère systématiquement pour tout le monde sans exception. C'est ce que je comprends. Par quelque côté qu'on remonte au principe, on arrive toujours à la même conclusion. Savoir que le pacte social établit entre les citoyens une telle égalité qu'ils s'engagent tous sous les mêmes conditions et doivent jouir tous des mêmes droits. Ainsi, par la nature du pacte, tout acte de souveraineté, c'est-à-dire tout acte authentique de la volonté générale, oblige ou favorise également tous les citoyens, en sorte que le souverain connaît seulement le corps de la nation et ne distingue aucun de ceux qui la composent. Qu'est-ce donc proprement qu'un acte de souveraineté? Ce n'est pas une convention du supérieur avec l'inférieur, mais une convention du corps avec chacun de ses membres. Convention légitime, parce qu'elle a pour base le contrat social, équitable, parce qu'elle est commune à tous, utile, parce qu'elle ne peut avoir d'autre objet que le bien commun, et solide, parce qu'elle a pour garant la force publique et le pouvoir suprême. Tant que les sujets ne sont soumis qu'à de telles conventions, ils n'obéissent à personne, mais seulement à leur propre volonté. Et demander jusqu'où s'étendent les droits respectifs du souverain et des citoyens, c'est demander jusqu'à quel point ceux-ci peuvent s'engager avec eux-mêmes, chacun envers tous, et tous envers chacun d'eux. Bon, magnifique. Donc il creuse toujours cette idée, en fait, que dans un pacte sain qui fonctionne, comme les libertés qu'on abandonne nous reviennent strictement égales, puisque les autres les abandonnent aussi. Donc, c'est un jeu à somme nulle, en fait. Et ce qu'il explique aussi, eh bien, c'est que donc le souverain, c'est toujours cette histoire de volonté générale, c'est qu'il faut quand même, c'est que dès que la volonté générale, en s'exprimant, sort des conditions qu'il a posées, c'est-à-dire qu'elle s'applique à tous de la même manière,
Alors, ça veut dire elle est en train de se fourvoyer, en fait, de s'appliquer à des intérêts particuliers, à un objet qui n'est pas commun à tous. Et donc, immédiatement, il faut qu'elle s'arrête. C'est la limite, c'est ce qu'il a dans le titre du chapitre. Des bornes du pouvoir souverain, c'est la borne, en fait. C'est la borne. On voit par là que le pouvoir souverain, tout absolu, tout sacré, tout inviolable qu'il est, ne passe ni ne peut passer les bornes des conventions générales, et que tout homme peut disposer pleinement de ce qui lui a été laissé de ses biens et de sa liberté par ces conventions, de sorte que le souverain n'est jamais en droit de charger un sujet plus qu'un autre, parce qu'alors, l'affaire devenant particulière, son pouvoir n'est plus compétent. Ces distinctions, une fois admises, il est si faux que dans le contrat social, il y ait de la part des particuliers aucune renonciation véritable, que leur situation, par l'effet de ce contrat, se trouve réellement préférable à ce qu'elle était auparavant, et qu'au lieu d'une aliénation, ils n'ont fait qu'un échange avantageux d'une manière d'être incertaine et précaire contre une autre meilleure et plus sûre, de l'indépendance naturelle contre la liberté, du pouvoir de nuire à autrui contre leur propre sûreté et de leur force que d'autres pouvaient surmonter contre un droit que l'union sociale rend invincible. Bon, là, voilà, il explique qu'il voilà, vaut mieux sortir de la solitude, de la liberté naturelle, en fait, pour entrer dans la liberté civile, du pacte social, parce qu'on n'y perd rien, on gagne énormément. Leur vie même, qu'ils ont dévouée à l'État, en est continuellement protégée, et lorsqu'ils l'exposent pour sa défense, que font-ils alors que lui rendre ce qu'ils ont reçu de lui? Que font-ils qu'ils ne fissent plus fréquemment et avec plus de danger dans l'état de nature, lorsque, livrant des combats inévitables, ils défendraient au péril de leur vie ce qui leur sert à la conserver? Tous ont à combattre au besoin pour la patrie, il est vrai. Mais aussi, nul n'a jamais à combattre pour soi. Ne gagne-t-on pas encore à courir pour ce qui fait notre sûreté une partie des risques qu'il faudrait courir pour nous-mêmes, sitôt qu'elle nous serait ôtée? Donc là, il explique, voilà, c'est que, en fait, quand on se bat pour la patrie, on se bat pour soi, en fait. Et surtout, quand on se bat pour soi dans l'état de nature, on est seul à se battre pour soi, point barre. Donc, s'il y a un mec plus balèze qui arrive, c'est game over. Et tandis que l'union faisant la force, on ne se bat plus seulement pour soi, on se bat pour tout le monde, et tout le monde se bat pour nous aussi. Donc, quand on se bat pour la patrie, on est défendu de la même manière que dans l'état naturel, dans l'état de nature, mais de façon beaucoup plus efficace, même si régulièrement il faut se battre pour les autres aussi, je veux dire. Voilà, c'est qu'on construire une maison tout seul. On va s'arrêter là, hein. Le chapitre 5, on se le fera demain. Moi, j'ai vécu en Guadeloupe adolescent et en fait, dans la campagne guadeloupéenne, quand quelqu'un voulait construire sa maison, tout le voisinage venait en fait, gratuitement, hein. Il y avait pas, c'était pas payé, c'était pas. Il y avait 30 personnes qui montaient une maison en 15 jours, quoi. Une maison entière, hein. Donc quelquefois, il n'était pas fini, mais et ils se donnaient un coup de main en fait. Et évidemment, régulièrement, il fallait construire une maison en 15 jours. Donc les gens étaient toujours en train de construire une maison. La leur ayant été construite peut-être quelquefois 5-6 ans avant. Mais bon, tous les 3-4 mois, ils allaient aider à construire une maison tous ensemble en fait. Et elle était construite très vite, parce qu'il pleuvait beaucoup là-bas, hein. Et donc, bon, moi ça me fait un peu penser au pacte social, quoi. Voilà. Des Rousseau. Bon, on va se faire le générique de fin. Et là, je vais passer de Dr. Dre, pour ceux qui ont reconnu, à Eminem. Vous êtes prêts? The Way I Am. Ça aussi, il faudrait que j'écrive un rap dessus. J'ai fait quelque chose là. Ça me démange depuis un moment, cette histoire de musique. Mais j'ai beaucoup de choses à faire. Mais ça va, un jour, ça va je vais le faire, en fait. C'est sûr, c'est certain. Très très bonne chanson d'Eminem. Mais bon, faudrait vraiment rapper dessus. Je reprends mon truc foireux. Je veux chercher si dans l'ordre civil, il peut y avoir quelques règles d'administration légitimes et sûres,
en prenant les hommes tels qu'ils sont et les lois telles qu'elles peuvent être. Je tâcherai d'allier, toujours, dans cette recherche, ce que le droit permet avec ce que l'intérêt prescrit, afin que la justice et l'utilité ne se trouvent point divisées. Yo! C'est la Possi Rousseau! Allez, demain 10h. Demain 10h les poussins. Je préfère faire des morceaux plus courts en fait, c'est quand même un peu hard quoi. On est quand même des courageux, on est quand même des rageux. On part à l'assaut du texte, sans le moindre prétexte. Ouais.